Alors je vais reformuler le mot assignation, qui a un fort caractère juridique, et donc je propose attribution ou affectation. J'ai conscience que le système professionnel dans lequel j'évolue attribue, catégorise, classe, archive et hiérarchise, affecte aussi les artistes dans des retranchements. Ne parle-t-on pas d'art chinois, art français, art latino-américain, art africain? Ne s'agit-il pas plutôt d'artistes qui ont des origines spécifiques, qui les caractérisent et qui alimentent leur pratique artistique, qui nourrit leur pratique artistique? Pour moi, la question qui importe est celle peut-être de l'universalité. Et comment est-ce que, en tant qu'artiste, je peux marquer mon temps et laisser ma trace dans l'histoire et dans l'histoire de l'art? Aujourd'hui encore, je suis désignée, je suis présentée comme une artiste franco-congolaise ou congolaise tout court. C'est ma première attribution dans le monde professionnel dans lequel j'évolue. Je crois que j'ai appris à l'accepter. Pendant des années, j'ai été invitée dans des expositions qui faisaient la promotion de l'art congolais contemporain, j'ajoute. Et souvent, j'étais la seule femme. J'acceptais d'y participer quand le propos m'intéressait et consciente de l'importance de rendre visible cette identité féminine que j'incarne. J'étais aussi consciente de la nécessité de représenter une minorité, minoritaire. Je fais un jeu de mots. Je m'explique. Donc j'étais invitée dans ces expositions, que maintenant je désigne avec humour comme étant communautaire. Et en plus, j'étais la seule femme. Donc retranchement, plus retranchement, plus retranchement. Et pendant longtemps, très longtemps, j'étais la seule femme artiste congolaise à exposer sur la scène internationale. Et mes homologues masculins ne marquaient pas, enfin, ne manquaient pas de le souligner. Parfois même, ils me déroulaient un tapis rouge. Finalement, ce n'était pas un problème. Je l'ai assumé, je l'ai endossé, je me le suis approprié. Et je crois que j'ai su cela le jour où je me suis retrouvée assise par terre à la bibliothèque de l'école d'art de Cergy. Je cherchais des références artistiques sur des femmes afrodescendantes, sur des artistes qui pouvaient devenir des références. Je cherchais, et je n'ai trouvé que des artistes afro-américains. René Green, Lorna Simpson et d'autres. Et tout à coup, presque caché, j'étais par terre, je vois un catalogue. Et c'était celui de la Biennale de Dakar. Et là, je tournais page. Et je vois des artistes présentés par pays, par nationalité. Et moi, je cherche le Congo. Je cherche une femme congolaise avec laquelle je peux avoir une connivence, qui peut devenir une référence forte. Je ne vois rien. Et là, je lève les yeux au ciel et je me suis entendu dire, mais ce n'est pas grave, ce sera moi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, voilà, cette position a été prise, assumée, endossée et incarnée. Et finalement, dans tout cela, je dirais qu'une des questions fondamentales, c'est aussi celle de la visibilité et puis de la diffusion qui
nous amène aussi à accepter et puis à occuper les espaces dans ces expositions. Et donc il s'agit bien là de se rendre visible, mais finalement avec une capacité à se raconter, voilà, à se raconter face au monde. Et finalement, je pense que, oui, j'ai toujours eu conscience de ces assignations, attributions, affectations. Une fois de plus, j'étais à l'école et mes professeurs me renvoyaient à mon identité, me renvoyaient à mon identité congolaise, me renvoyaient en fait à mon identité de femme. Et finalement, ils me renvoyaient, alors vous avez presque mis dans la question le concept de race entre guillemets, mais me renvoyaient en fait à ma race. Et tout cela déguisé, emballé dans un joli ruban. Et parfois c'était frontal, ça dépendait des personnalités. Et finalement, moi, à ce moment-là, je parlais de mon histoire. Et j'avais le droit, bien que certaines de mes professeurs me l'aient reproché. Je me suis dit que finalement, j'avais le droit de parler du Congo. J'avais le droit de parler d'où je venais. J'avais le droit, en fait, de mettre dans mon travail artistique le fait que j'avais vécu dans une dictature, que ça, c'était quelque chose qui était une expérience qui ne laissait pas indemne. Et malgré tout, à la fin de mon parcours, donc là nous sommes en 2002, DNSEP, je fais une grande installation qui occupe 3 salles. J'obtiens donc mon diplôme. Avant cela, je rencontre le jury pour le verdict. Et j'entends donc le président du jury me dire: Mademoiselle, félicitations, bravo, vous avez obtenu votre DNSEP avec mention. Ah, j'étais ravie. Cependant, ajoute-t-il, il serait bon d'arrêter la compassion avec votre propre culture. Je suis donc sortie finalement de l'école avec cette attribution. Voilà, qu'est-ce qu'est ma propre culture? Et comme je le fais toujours, j'ai retourné finalement la situation de manière positive en me disant: ok, qui me parle? Un mâle, dominant, la cinquantaine, dans le monde de l'art. Oh, président du jury, pouvoir. D'accord, très bien. J'ai mis de côté. Plus tard à Nantes, je présente une vidéo, donc j'étais invitée au lieu unique, quelques années plus tard, jeune artiste. Et donc, cette vidéo eh bien, montre une scène très sensuelle, qui est celle d'un baiser langoureux entre une femme noire et un homme métis. Le titre de la vidéo, c'est 1444-1848. Et donc, ce titre clignote en rouge sur ce baiser qui est un baiser de cinéma en gros plan. Où voilà, la salive s'échange, les lèvres se touchent, les langues se tournent avec lenteur, sensualité. Et donc il y avait cette exposition générale à laquelle participaient donc de nombreux artistes afro-descendants, primés d'ailleurs à la Biennale de Dakar pour certains. Et puis donc il y avait cette proposition qui nous avait été faite avec une autre artiste de participer à donc, une projection de vidéos dans l'espace public, dans la ville. Et donc nous étions 2. Et donc moi, voilà, j'avais proposé cette vidéo. Et au cours de la séance de visionnage, eh bien, on me fait comprendre que la vidéo ne pouvait pas être montrée. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, vous comprenez,
mademoiselle, que voilà, le public nantais ne va pas comprendre. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il ne va pas comprendre? Ah, vous comprenez, c'est voilà, c'est quoi? C'est oser, c'est voilà, c'est pas possible. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il ne va pas comprendre, ce public nantais? Parce que moi, en tant qu'artiste, moi je fais confiance au public. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas comprendre? Eh bien, enfin, voilà, ce baiser, etc. Et là, je regarde mon interlocuteur, homme, quinquagénaire, de type caucasien, blanc, allez, et en situation de pouvoir. Et donc, j'étais censurée. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Voilà. Et c'est vrai que effectivement, eh bien, ces questions d'assignation, d'attribution, de désignation en tant que femme, en tant que noire, en tant qu'artiste, eh bien moi, je pense que au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de mon process, eh bien, je me les suis réappropriées, mais pour les inverser. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire une faiblesse, j'en fais une force. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque je me présente, eh bien, je me présente avec cette multi-appartenance très fortement assumée, cette multi-identité totalement revendiquée, puisque dans le process dans lequel je suis, je crois qu'aujourd'hui, à l'âge où je suis arrivée, eh bien, j'ai créé mes propres racines, j'ai créé mes propres fondements, j'ai créé ma propre base. Donc, souvent, quand je me présente, je suis une artiste, je suis une femme, certes, mais je suis aussi une maman, je suis congolaise. Alors, si je veux partir encore de manière plus approfondie, je suis aussi française, mais finalement, je suis aussi parisienne, je suis aussi neuversoise, je suis aussi saint-saugeoise, et puis je suis aussi bantou, et je suis aussi bakongo, et je suis aussi montando, puisqu'en fait, c'est mon origine ethnique. Donc voilà. Et oui. Et finalement, je crois que cette question aussi de la catégorisation, elle se retrouve aussi finalement dans les espaces d'exposition. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à exposer, j'étais comme ça, voilà, enveloppée dans ce mouvement qui avait été désigné à l'époque un peu avant-gardiste, mais comme étant en fait l'art contemporain africain, voilà, qui avait besoin de se positionner et de faire en fait un état de lieu. Et donc on a des expositions comme Africa Remix. Moi je ne vais pas remonter au magicien de la Terre parce que voilà, j'étais jeune encore, mais voilà, Africa Remix c'était vraiment pour moi une espèce d'état des lieux. Et je me rappelle moi de ce catalogue d'Africa Remix et puis surtout de ce livre d'or qu'il y avait à Beaubourg, voilà, où les gens avaient laissé leurs impressions. Et j'étais non pas choquée, mais vraiment surprise, hein, parce que à la fois nous, le vivant de l'intérieur, on était dans cette émulation, on était dans ce sentiment que nous étions dans une forme d'avant-garde, nous étions en fait voilà, de poser peut-être pas forcément les premiers jalons, mais en tout cas voilà, des pierres importantes à cet édifice qui avait pour mission de rendre visible cette création. Et donc, dans le livre d'or, des gens avaient mis des commentaires mais absolument terribles en disant « Ah, mais ça, c'est pas représentatif de l'art africain, mais c'est quoi ça? Voilà, on ne comprend pas. Nous attendions à avoir des masques. » Ah bon, d'accord.
Enfin, je pense que vous vous êtes trompé, hein, il fallait aller au musée d'Aper dans ce cas-là. Voilà. Donc voilà, et donc il y a toujours voilà, cette espèce de regard entre la projection finalement que l'autre a sur nous, sur moi en l'occurrence, et puis finalement voilà ce que moi j'ai à dire, ce que moi je présente, et je le sens parfois aussi dans mon propre travail artistique, c'est-à-dire que je fais de la vidéo, je fais de la performance, et forcément dans la performance il y a l'implication de mon propre corps. Mon corps il est effectivement genré, il est féminin, il fait état en fait de mon parcours de femme, il fait état de ma maternité, il fait état en fait de toute cette évolution, de tout ce changement, et finalement il est noir, sa peau est noire. Et donc, quand je me présente face à la caméra, parfois, il m'est arrivé aussi de m'interroger. Je me dis, bon, ok, est-ce que finalement, les préoccupations que j'ai, elles sont forcément attribuées à de l'art africain parce que je suis une femme noire? Ou est-ce que là, j'ai envie, voilà, j'ai envie de parler de métaphores, j'ai envie de parler de mythologie, j'ai envie de parler, voilà, de Narcisse, etc. Et c'est vrai que toutes ces questions, eh bien, voilà, étaient très présentes, je pense, il y a quelques années, et le sont certainement moins aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement, je m'accorde voilà, une liberté de dire, et peut-être même finalement un positionnement encore plus fort, puisque mon travail de performance a évolué, et maintenant j'incarne même des personnages historiques féminins qui sont oubliés. Voilà, il n'y a pas très longtemps, donc voilà, je me rappelle dans cette exposition avec vous, Julie, où eh bien, j'incarnais la reine Zinga. Voilà, et à travers elle, c'était aussi mon arrière-arrière-grand-mère. Donc voilà, donc du coup, il y a cette idée de fonder mes propres racines avec une certaine liberté. Et donc, je reviens encore à Sergi, puisque là, en y pensant, j'ai l'idée d'une artiste qui enseigne encore et qui me disait mais ce mouvement, enfin c'est un phénomène de mode, voilà, ça ne durera pas. Et bien finalement non, ça dure, hein, puisque d'ailleurs on s'est retrouvés à exposer ensemble, c'est assez rigolo. Donc voilà, et finalement c'est le travail qui compte, c'est le travail qui nous a porté, et c'est le, je crois cette, en tout cas pour ma part, cette notion d'intégrité. Par rapport à mon travail, par rapport à mes choix, par rapport à mon propos, par rapport à mes recherches qui m'ont permis eh bien, de garder cette ligne et de ne pas scier, de ne pas en fait m'ébranler quand j'étais face à parfois même du racisme, parfois du préjugé, parfois de la catégorisation, parfois en fait parfois du mépris, ou parfois en fait de la prise de pouvoir en fait patriarcale, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a son importance en fait en tout cas dans ce cheminement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur cela? Il y a aussi des discussions comme ça que j'ai eues avec des curateurs masculins sur la question de la place de la femme au sein même des expositions, on va dire, pluridisciplinaires ou les grandes expositions. Je disais, mais voilà, on était comme ça à Dakar pour le coup, et je lui dis, mais dis-moi un peu... je trouve que voilà, les grands espaces ont été vraiment attribués aux hommes. Et je trouve qu'il y a peu d'artistes voilà, qui ont de grands espaces, donc du coup qui peuvent voilà, produire des grandes installations parce qu'elles sont juste à ce moment-là. Et il me dit, mais si, enfin, il y en a. Je lui dis, ah bon? Il me dit, bah là, regarde. Je lui dis, mais enfin, elle a le patio. Donc c'est un lieu de passage. Donc finalement, c'est pas... Voilà.
donc, du coup, on en revient encore à cette question de la visibilité et le fait qu'à un moment donné, je pense, en tant qu'artiste, nous ne devons pas, là j'emploie le nous et pas je, nous ne devons pas, comment je pourrais dire, non pas faire la courbette, mais simplement dire merci parce qu'un curateur, en fait, voilà, nous choisit pour participer à une expo. Nous sommes en position d'entrer dans un dialogue. Nous sommes en position, en fait, de revendiquer et aussi de proposer. Voilà, de proposer, en fait, voilà, des œuvres qui peuvent aussi, en fait, voilà, occuper un espace similaire à celui des œuvres, quoi. Voilà. Et puis, il y a encore ces expos, alors j'y participe avec joie parce que j'ai conscience voilà, que j'ai une responsabilité aussi. Mais voilà, ces expositions, voilà, avec des titres comme africaine, voilà. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Voilà, moi voilà, je m'interroge toujours. Alors, je rentre parfois en discussion hein, avec le curateur en disant bon, ok, pourquoi ce titre? Voilà, quelles sont tes justifications ou qu'est-ce que tu proposes? D'où ça vient? Voilà. Est-ce que finalement c'est pas enfermant? Est-ce que ça ne réduit pas le champ? Et puis ben souvent, voilà, il reste sur ses positions. Alors effectivement, moi je le respecte. J'assume en acceptant en fait de faire partie de ces expositions. Mais voilà, mais je ne me lasse pas en fait, voilà, d'entrer en dialogue, d'entrer en fait pas en opposition parce que je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'opposition, mais voilà, en tout cas voilà, d'amorcer ces échanges, quoi. Parce que je pense que voilà, c'est comme ça que nous pourrons voilà, ouvrir encore plus le champ. Et c'est là où je me dis qu'effectivement c'est le travail qui compte parce que maintenant avec la petite expérience que j'ai voilà, je me retrouve dans des expositions qui ne sont pas du tout voilà, cataloguées ni catégorisées ni désignées en fait ni entre guillemets communautaire comme je l'avais dit tout à l'heure. Alors moi je suis une femme noire, hétéro, de race africaine. Je fais un cumul, non? Non, mais plus sérieusement, en fait, voilà, j'entends en fait cette notion d'intersectionnalité plus comme pour moi une forme de juxtaposition. Voilà. Qui pourrait en fait voilà, plutôt aider à révéler ce qui pourrait être ou qui semble en tout cas invisible dans la société occidentale. Donc voilà. Et donc si je dis je suis une femme noire, je suis hétérosexuelle, je suis issue d'une classe moyenne, mes parents sont d'origine étrangère et vivent en France. Et du coup, évidemment, on peut se dire, ok, il y a une espèce de cumul et elle pourrait être propice, entre guillemets, voilà, ou peut-être plus vulnérable à cette notion de discrimination. Et finalement, comme je disais, moi je l'inverse. Voilà, je le renverse parce que je dis ok, je suis une femme, je suis une mère, je suis pas Congo, je suis bantou, je suis française, je suis bourguignonne, je suis nivernaise et donc j'en fais une force. Et du coup, en intégrant finalement toutes ces appartenances qui me permettent eh bien, de nourrir et d'enrichir ma pratique artistique. C'est parce que en fait, j'ai
toutes ces identités plurielles qu'aujourd'hui, mon travail se trouve à des interstices, à des juxtapositions, et que, il peut toucher un grand nombre, et que finalement, il y a plusieurs portes d'entrée pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir le comprendre, voilà, pour pouvoir avoir une grille de lecture. Donc voilà. Et plus ça va, plus j'avance, en tout cas dans mon process, plus justement cette question de l'inter, moi j'aurais tendance à le faire glisser vers l'interstice, parce que finalement tous ces sillons, tous ces croisements m'amènent à des processus de résilience, d'apaisement, voilà, de réparation, quand le sujet, par exemple, va toucher l'histoire coloniale, voilà, quand je vais avoir des travaux qui vont parler, par exemple, de l'histoire douloureuse du Congo. Je pense à cette installation-là qui a été acquise récemment par le MRAC. Parlons du MRAC, le musée royal d'Afrique centrale, qui a ouvert ses portes dernièrement. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller parce que, effectivement, donc, il y avait cette pièce qui s'appelle Mémoire éveillée, Mémoire caoutchouc, qui a été acquise. C'était quand même un travail de 2 ans, voilà, avec ce musée pour prévoir en fait l'installation de la pièce. Et donc je suis allée au moment de l'inauguration. Et là, j'ai pris la mesure de toutes ces questions. Pas seulement prendre la mesure, c'est-à-dire que j'étais au cœur d'une polémique que moi je ne vivais pas de manière frontale. C'est-à-dire que la diaspora qui vivait là-bas avait un vrai problème avec le musée. Moi aussi, j'ai eu un vrai problème avec ce musée quand je suis allée la première fois. C'était d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'il y avait des salles comme ça dans lesquelles je ne pouvais pas entrer. La salle avec l'éléphant, la girafe que je voyais au loin et en fait, je faisais un tour pour pas aller la voir. Mais parce que on était dans un rapport tellement frontal sur ces questions coloniales, ces questions de négation de l'autre, ces questions de spoliation finalement en fait des biens et on était dans la propriété privée enfin de Léopold quoi. Il avait en fait prélevé des échantillons du Congo qu'il avait mis en fait à Tervuren. Voilà. Et donc les Belges qui y vivent ont cette histoire douloureuse, ils la transmettent ou pas à leurs enfants. Enfin, il y a quelque chose que l'on peut même, en fait, qui pour moi est presque palpable même dans l'espace public, en fait, de ces relations tendues. Et donc moi, on me propose d'entrer dans ce lieu. Et d'y entrer en fait dans la section contemporaine. Et c'est un musée qui se cherche dans cette section contemporaine, puisque à la base c'est quand même un musée scientifique, donc avec toute la lourdeur que ça peut représenter. C'est aussi un musée ethnologique, donc avec aussi, je dirais, cette lourdeur de la machine et ils ont l'ambition et le désir d'ouvrir une section contemporaine. Alors la question s'est posée, est-ce que finalement en tant qu'artiste franco-congolaise on me prend comme un faire-valoir? Est-ce que ma pièce elle va être là juste pour illustrer un essai d'un potentiel propos d'ouverture et de, on va dire, pas réhabilitation, mais en tout cas, voilà, d'ouverture par rapport à ce musée. Et donc, je disais tout à l'heure que c'était un travail qui a duré 2 ans, mais parce que pendant 2 ans, j'ai eu mal au ventre.
2 ans, en fait, je sentais comment dire, je sentais la complexité de faire installer, en fait, une œuvre dans ce musée. Et puis, c'était une œuvre assez particulière. Pourquoi? Parce que Mémoire éveillard, c'est un triptyque photographique sur lequel il y a ma grand-mère, qui est née en 1921, ensuite ma mère, qui est photographiée habillée comme ma mère, et ensuite moi, habillée et photographiée comme ma mère. Donc c'est 3 générations de femmes. Et c'est comment, à travers une histoire personnelle, mais qui est aussi une histoire individuelle, celle de ma grand-mère, j'arrive à parler de l'histoire du Congo en général. Et donc autour de ces photographies, il y a 36 dessins qui évoquent l'histoire du Congo. Et le principe est simple, je tire une ligne de 1921 à 1977 au-delà, je choisis des dates spécifiques qui sont des événements à la fois personnels et à la fois historiques liés au Congo, en rapport avec ma grand-mère, ma mère et ma propre histoire. Et en fait, tous ces points deviennent des dessins. Et donc, pourquoi tout à l'heure je parlais de réparation et d'apaisement? Je me rends compte que dans les dates que j'ai choisies, sur la dernière ligne, il y a Léopold, Baudouin, Mobutu, Kasavubu, voilà. Et donc il y a à la fois les gens qui ont colonisé le Congo, les premiers présidents qui étaient là au moment de l'époque coloniale et après, et en fait jusqu'à l'actuel président du Congo. Et ils sont tous sur la même ligne. Voilà. Et il n'y en a pas un qui est au-dessus ou en dessous, ils sont tous sur la même ligne parce que quoi qu'il advienne maintenant, l'état de fait c'est quoi? C'est qu'ils ont tous participé à ce qu'est le Congo aujourd'hui. Donc voilà, donc moi je suis vraiment dans cette, je dirais dans cette réflexion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, comment est-ce que, voilà, il est possible de pouvoir dialoguer et de mettre à niveau des champs pour pouvoir donner une vision en fait au futur, enfin voilà, construire le futur, parce que finalement moi quand mes enfants ont vu cette pièce, évidemment ça les a impactés, parce que à la fois ils étaient dans un rapport intimiste, parce que là on reconnaît mamie et là on reconnaît maman, mais finalement c'était c'est qui lui c'est Léopold II, c'est qui lui c'est Mobutu, voilà. Et donc la question de la transmission, elle se fait parce que avec cette histoire coloniale très douloureuse congolaise, nous avons été dans des ruptures qui, à un moment donné, ont produit, je trouve, des aliénations. Et je pense à mes parents, voilà, avec qui je dialogue et par exemple avec lesquels j'ai des interrogations. Je dis, mais cette histoire de main coupée, comment ça s'est transmis en fait avec vous? Ah mais oui, on entendait au loin, etc. Voilà, parce que voilà, il y a cette transmission orale qui se fait. Voilà. Mais finalement, quand on se penche d'un point de vue plus historique et plus spécifique, voilà, il y a cette violence que l'on ne peut pas nier. Et que, en tant qu'artiste, évidemment, moi, je prends la responsabilité de le sublimer et de le donner à voir, mais d'une manière
très apaisé. Donc voilà, et on est dans des dessins, voilà, en noir et blanc, voilà, on pense que c'est de la gravure, etc. Mais on parle aussi de choses douloureuses, et on parle aussi en fait de choses apaisées. Donc voilà, et donc ce titre, Mémoire EVA, qui est le nom, on va dire le nom commun en fait, enfin le nom plus soutenu en fait du caoutchouc, ça retrace évidemment cette histoire douloureuse du caoutchouc, de l'extraction du caoutchouc, de cette violence, de ces millions de personnes qui sont mortes, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, depuis donc quelques années, eh bien, voilà, j'ai pris cette responsabilité, eh bien, voilà, de donner à voir de manière apaisée, douce, voilà, une histoire personnelle, parfois individuelle, ou parfois tirée de la grande histoire, qui peut être violente, dérangeante, voilà. Et je l'assume. Ouais, ça fait partie en fait vraiment de mes axes de réflexion. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui pourrait être peut-être vécu de l'ordre discriminatoire, en fait, voilà, moi, ça me touche évidemment, mais ça glisse. Voilà, ça glisse parce que, oui, parce que on en parle parfois. Voilà, j'ai pas cette vision de voir les choses en couleur. Voilà, après, bon, voilà, cette question aussi, voilà, de l'identité féminine, du genre, moi, voilà, je l'embrasse parce que je crois que j'ai une ascendance aussi matriarcale, quoi. Voilà, je suis dans un système matriarcal, donc à la rigueur, elle est intrinsèque, quoi. Ça se pose, ouais, la question ne se pose même pas. Alors, ce qu'ils disent de la scène française, système patriarcal, masculin, non, je n'ai rien contre les hommes, ceci étant, qu'est-ce qu'ils disent en fait de la scène française? Eh ben, c'est qu'on a encore du pain sur la planche, hein. Voilà, pour occuper l'espace, pour se rendre visible, hein. Parce que je pense que, voilà, très tôt, même en école d'art, on se rend bien compte que nous évoluons dans un univers qui a une prédominance masculine. Pourtant, nous étions nombreuses comme étudiantes. Moi, dans ma promotion, voilà, il y avait beaucoup plus de filles que de garçons. Mais au final, il y a un pourcentage minime. Nous, à l'époque, on disait, mais vous savez, il n'y a que 1% des étudiants qui deviennent artistes. Hein. Voilà. Et 1%, c'est peu. Et donc, nous avons encore, en fait, du travail à accomplir. Tout à l'heure, je parlais de ce process que moi j'ai mis en place depuis quelques années où je m'autorise, j'ai la liberté, quand je suis invitée par exemple dans des expositions, voilà, je provoque les choses, je provoque les événements, etc. En disant, ah tiens, j'ai entendu que tu préparais tel projet, ce projet m'intéresse, etc. J'ai envie en fait d'entrer en dialogue avec l'exposition, j'ai envie en fait d'entrer en dialogue avec ton propos, voilà, j'ai envie de produire une nouvelle pièce parce que finalement cette pièce-là va me permettre de me dépasser, de me surpasser, d'aller en fait, voilà, et de me bousculer aussi, quoi. Et je crois que, voilà, en tant que femme, nous ne devons pas, en fait, voilà, hésiter à
bousculer. Nous ne devons pas hésiter en fait à provoquer. J'ai des expériences absolument incroyables. On a vécu ça avec mon mari. Donc il y avait cette biennale hein, qui est la biennale de Lubumbashi qui devait avoir lieu en 2015. Et donc c'était un curateur, Thomas Mutombwe, qui était le directeur artistique, donc nommé par Sami Baloji, qui est le fondateur de la Biennale. Et donc le projet s'appelait Réalité filante. Et je trouvais ce titre mais juste magnifique quoi. C'est quoi la réalité? Enfin voilà, c'est quoi ma réalité? C'est quoi en fait la réalité à travers le spectre de mon histoire, etc. Et donc voilà, nous avons échangé et tout. Et donc moi j'étais pas du tout sur la liste. Et il s'avère qu'il est voisin, enfin dans mon petit village, voilà, c'est mon voisin et je vais le voir. Et puis à un moment donné, je lui écris un mail, il me parlait du projet, d'évolution, enfin ça avait l'air vraiment, vraiment exaltant. Et je lui dis, mais franchement, ton projet m'intéresse. Moi, vraiment, j'ai envie de faire partie de l'aventure. Et donc, je l'ai jeté comme une bouteille à la mer. Il n'y avait rien de gagné, c'était très osé, après, en tout cas pour ma part. Et il s'avère qu'il accepte. 15 jours après, je reçois une lettre d'invitation. Je dis, tiens, génial. Et je me mets à travailler. Et du coup, je me confronte, voilà, à cette proposition, à cette, cette perspective qu'il avait ouverte, je me l'approprie et je crée 2 pièces majeures. Une de ces pièces, en fait, donc, est achetée donc, par le MRAC, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'autre, Congo Landscape, qui parle des frontières du Congo, gravée sur de l'EVA, donc le caoutchouc, donc sous-jacent à cela, évidemment, encore cette histoire du territoire, de qu'est-ce que ce pays enclavé par 9 frontières. Voilà, et moi j'ai gravé avec ma sueur, gravé avec mon geste, avec mon corps, 81 panneaux, voilà, qui sont présentés sur un mur et qui donnent une appréhension abstraite de ce que peut être le Congo. Et cette pièce reste coincée au Congo. Et je me dis, bon, ok, comment est-ce que je vais faire pour faire sortir cette pièce? Parce que le bois ne sort pas comme ça du Congo, les œuvres ne sortent pas comme ça du Congo. Et je suis invitée pour une exposition qui s'appelle Congo Star, à Grasse, voilà, à la Kunsthalle de Grasse, la Kunsthaus de Grasse. Et je dis, bon, ok, il faut que je sois stratège. Donc c'est moi qui en fait qui tient les rênes et je peux faire bouger les choses. Et cette pièce, il faut qu'elle soit ici. Il faut qu'elle soit en Europe parce que si elle est là-bas, elle va s'abîmer. Donc j'entre en dialogue avec la curatrice. Je dis, il faut que ce soit cette pièce qui soit dans l'exposition. Elle me dit oui, mais elle est au Congo, etc. Je dis, il faut qu'elle arrive. Il faut qu'elle arrive. Et ça a été des mois et des mois. Et finalement, cette pièce, elle arrive et elle est exposée en fait donc à Grasse. Et donc, il y a des possibilités qu'elle du coup soit acquise. Voilà. Et donc, à un moment donné, je crois que voilà, il y a cette nécessité aussi d'engranger des choses et d'être acteur je dirais de sa pratique, mais aussi voilà, de porter son travail et de ne pas hésiter en fait voilà, à faire aussi des propositions. Alors ça marche pas à tous les coups évidemment, mais voilà, en tant que femme, voilà, il y a cette est-ce que je veux dire oui, il faut se battre 2 fois plus, comme on me disait, mais tu comprends, tu vois, toi tu es noire, hein, donc tu vas à l'école, mais il faut travailler 2 fois plus hein, pour avoir un 14. Alors qu'en fait, tu pourrais avoir un 18, normalement. Et puis plus tard, quand je suis entrée dans les institutions scolaires, on me disait « Ah mais non, mais tu sais, de toute façon, ici, c'est à double vitesse. Mohamed ne va pas être puni de la même manière que Jean-François. Et puis, en fait, voilà, Mama, si elle travaille, voilà, son 15, qui devait être un 18, sera peut-être qu'un 15. Donc voilà.
Et c'est vrai que ouais, il y a ouais, y a ce rapport-là qui fait qu'à un moment donné, même le fait, je suis en train de réfléchir, je dis même le fait finalement d'entrer dans ces institutions, voilà, comme par exemple le CNAP, etc. Parfois je regarde et je me dis, bon, ok, le jury, qui est-ce? On regarde aussi à un moment donné, voilà, qui va être potentiellement le jury, quoi. Voilà. Et finalement, est-ce que du coup on va être face à cette discrimination en tant que femme, bon après voilà, moi après en tant qu'artiste afrodescendante, etc. Voilà. Ouais, je crois que voilà, il y a toujours cette question ouais, de ce rapport dominant, hein, malgré tout, hein, lié ouais, très fortement quoi, ouais, à ce statut d'artiste femme. Je suis en train de réfléchir aussi finalement, même dans le rapport du couple. Voilà, mon mari voyage beaucoup. Il n'y a aucun problème quand lui voyage. Et moi, parfois, eh bien, dans nos discussions, bah, voilà, c'est une organisation. C'est parfois, eh ben, j'avais le sentiment d'être envoyée à ma condition de mère. Et je me dis, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Et on le retrouve comme ça, finalement, même, oui, je crois même dans les institutions, même dans les politiques, en fait, d'acquisition. Et voilà, et c'est problématique. Alors après, ça peut nous amener, comme ça, de manière plus large, à... est-ce que c'est une question de qualité? Parce que j'avais lu un article il y a quelques années qui tentait d'expliquer pourquoi au sortir des écoles d'art, il y avait beaucoup moins de femmes qui devenaient artistes. Et donc, j'ai le souvenir d'une démonstration qui avait été faite, qui disait, mais quand elles commencent leur travail ou leur recherche artistique, elles ont besoin d'être dans une forme d'introspection, voilà, elles réalisent des travaux qui sont très intimistes, voilà, elles parlent d'elles, etc. Et déjà, c'était très réducteur. Enfin, je trouvais ça assez violent. Et donc, souvent, pour celles qui ne deviennent pas artistes, elles ont du mal à surpasser ça. Elles ont du mal, en fait, voilà, à tendre vers une universalité qui serait, en fait, acquise d'office par les artistes masculin. Mais j'ai trouvé ça d'une gravité extrême. Voilà. Et du coup, cette espèce de catégorisation d'un art qui pourrait être exclusivement en fait féminin. Voilà. Et moi à l'inverse, je me suis retrouvée dans des installations où voilà, les gens voyaient ma pièce et souvent en fait on pensait que j'étais un homme. Parce que déjà c'est Michel, voilà, et donc on n'arrivait pas à voir finalement si c'était masculin, féminin. Et une fois j'ai rencontré un artiste qui était très... Ah, tu es une femme finalement et tout, mais j'ai vu ta pièce et tout. Oh, c'est un travail qui pourrait être fait par un homme ça, hein, vraiment. Oh, nous avons encore du pain sur la planche. Ouais. Mais moi, ouais, ça traduit quand même ouais, d'un état de cette scène française parce que j'ai pas forcément en fait ce rapport, moi, qui progresse en fait à l'international. Je vois les rapports que j'ai avec les institutions, ils se posent pas la question. Voilà, la pièce est forte, on la veut. Voilà. Homme, femme, ce que tu peux incarner, voilà. Le rapport que j'ai avec l'Autriche, c'est la pièce est forte. Voilà. Elle est emblématique, donc nous allons tout faire pour l'acquérir. Voilà. Et c'est ça qui importe. Voilà. Après que tu sois une femme, bon, ça peut être accessoire. Donc j'ai moins en fait voilà, ce sentiment à l'étranger qu'en France. Oui, je suis féministe. Oui, je suis féministe.
Alors, il y a quelques années, on m'avait posé la question quand je participais à cette exposition Global Féminisme au Brooklyn Museum. Et j'avais fait une réponse en disant enfin, je ne suis pas vraiment féministe, voilà. Bon, j'assume une féminité exacerbée, etc. Bon, maintenant, ouais, je peux dire que oui, effectivement, ouais, je suis féministe. Mais parce que alors d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, je suis issue voilà, d'un système matriarcal. Et donc, forcément, l'entité féminine y est très forte, très présente. Et cette question de la transmission de l'éducation féminine est plus que présente. Ensuite, je viens d'une lignée quand même de femmes fortes. Alors c'est difficile de ne pas être féministe quand on a une arrière-grand-mère qui était chef de village, qui allait à la chasse, voilà, qui faisait des palabres, qui faisait des mariages, voilà, à l'époque, voilà, comme dirait ma mère dans l'ancien temps. Donc c'est assez difficile et bon, moi je suis assez sensible finalement à voilà, toutes ces énergies et donc voilà, je me sens portée en fait par tout ça. Ensuite, bien que modeste aussi, voilà, il y a ma grand-mère aussi qui était absolument incroyable, voilà, qui a porté comme ça à bout de bras, voilà, sa famille, ses enfants, son mari. Et je crois que voilà, dans ma partie en tout cas congolaise, il y a un héritage assez fort en fait, où je dirais que j'ai pris conscience que le machisme des hommes congolais et même en observant en fait mon père, il était presque formel, presque sociétal, que finalement en fait la femme avait un grand pouvoir et que voilà, elle lui laissait cet espace public comme ça, ok d'accord, t'es macho et tout, mais finalement voilà, elle gère quoi. Voilà. Après, il peut toujours y avoir voilà, le pendant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, porter, flambeau. Bon, on peut aussi s'épuiser, mais voilà, c'est régénéré. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux assumer ce mot de féministe parce que la question se pose aussi. J'ai 2 petites filles et voilà, et donc bah, ce sont des femmes en devenir, ça va être elles les femmes de demain, et donc la question se pose aussi, qu'est-ce que je vais leur transmettre dans leur identité en fait de femmes, dans leur positionnement de femmes dans la société face aux hommes, et c'est vrai que voilà, il y a du coup aussi cette réflexion sur l'identité féministe en fait que je me suis moi créée, parce que si je regarde du côté français en héritage, moi ma mère elle n'a pas fait mai 68. Voilà, elle n'était pas en France à ce moment-là. Donc l'héritage était autre. Donc il y a des notions comme ça que moi je me suis réappropriée par ma propre curiosité, par ma propre expérience, par les rencontres que j'ai pu faire, et puis par finalement tout mon parcours artistique qui ne me permet pas, qui ne m'autorise pas à fermer les yeux sur ces questions en fait de positionnement et d'affirmation féministe. Et je crois que voilà, la partie féministe qui moi m'intéresse et avec laquelle en fait je me sens aussi en accord, c'est celle où j'ai en face de moi le masculin, mais pas comme un adversaire, mais plutôt en fait voilà, comme un partenaire, et comment en fait voilà, je peux trouver en lui aussi des aspects féminins, féministes, et comment lui aussi il peut trouver en moi en fait des aspects féminins mais
aussi masculin. Et cette double aspect, en fait, masculin-féminin, moi, m'intéresse. Pourquoi? Parce que dans ma propre histoire, il faut savoir que je m'appelle Malongo. Alors Malongo, en fait, c'est le prénom congolais qui m'a été donné par mon grand-père, mais qui était obligatoire à l'époque et institué en fait par Mobutu. C'est-à-dire que voilà, il y avait une loi qui interdisait au moment en fait de l'époque des 3Z d'avoir des prénoms catholiques occidentaux. Voilà, parce que ça rappelait l'époque coloniale. Et donc voilà, c'était un retour à l'authenticité. Et donc moi, je suis née en 77, et donc mon grand-père, avant même que ma mère accouche, dit fille ou garçon, elle s'appellera Malongo. Or Malongo, c'est un prénom masculin. Donc du coup, j'arrive, je m'appelle Malongo. Et j'étais très très proche de mon grand-père. Donc j'ai déjà cet héritage-là. Ensuite, mes parents, et donc c'était après de coutume, les familles congolaises en fait procédaient ainsi, elles donnaient des prénoms usuels. Voilà. Et donc, ils décident de m'appeler Micha. Or, Micha, c'est Michel, mais Michel slave. Et c'est masculin. Et puis après, il y a la naturalisation, voilà, en 93. On nous dit que Micha, c'est pas sur le calendrier, qu'on est obligé de choisir un prénom occidental. Et donc je dis, bon, je vais choisir Michel. Et du coup, Michel, voilà, il y a cette ambiguïté masculin-féminin. Et au final, plus j'avance, plus voilà, je sens voilà, non pas cette dualité, mais voilà, cette peut-être hybridation, c'est bien. Voilà, je sens voilà, ce mélange de masculin-féminin très fort en fait dans mon identité, voilà, dans ma posture, dans mes réflexions, de manière très très assumée. Et pour couronner le tout, une fois ma tante me regarde, elle me dit « Mais de toute façon, toi, tu es Mwasi Moubali ». Et Mwasi Moubali, c'est quoi? Mwasi, c'est femme, homme, voilà, Moubali. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, il y a ce jeu en disant, ok, dans ton énergie, comme c'est dans ton karma, tu es Mwasi Moubali. Donc je suis Mwasi Moubali.